Bien qu'il existe plusieurs marques sur le marché des NAS, telles que Synology, QNAP ou TerraMaster, et même des nouveaux venus comme Ugreen dont nous reparlerons prochainement, ASUSTOR, la filiale NAS de l'incontournable Asus, fait également partie de ce paysage et y propose des produits aboutis, à l'interface agréable et aux fonctions bien pensées, et surtout parfois exclusives. D'autant qu'ils ont souvent un hardware robuste pour le prix, ce qui en fait des concurrents de taille lorsqu'il convient de choisir son NAS. J'avais d'ailleurs eu le plaisir de tester des NAS de la marque auparavant, qui m'avaient tous laissé une excellente impression. Voyons donc si ce LockerStor 4 Gen 3 est également un plaisir à tester et à utiliser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au monde du NAS avec un test du ASUSTOR LockerStor 4 Gen 3 aussi appelé AS6804T. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est votre meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes, alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Et je m'excuse si j'ai un aspect un peu luisant, un peu rouge, ou je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais il fait extrêmement chaud en ce moment, et même si j'ai mis un peu la clim en haut là, ça ne suffit pas à rafraîchir les combles. Et par ailleurs, je remercie Michael Servet, Michel B et François Lédanon pour leur soutien. Ils ont utilisé le bouton rejoindre qui se trouve juste sous la vidéo. Notez également que pour votre confort, cette vidéo est chapitrée. Si vous êtes un peu tombé là par hasard et ne connaissez pas vraiment le monde du NAS et ce que ce type d'outil permet de faire, je vous invite fortement à mettre cette vidéo en pause et à aller voir ma vidéo sur le sujet ici en fiche ou en description avant de continuer. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers avec la marque ASUSTOR et sa gamme, sachez que les LockerStor constituent le haut de gamme grand public PME de la marque, qui se décompose en séries LockerStor, NimbusStor et DriveStor, de la plus performante à la moins performante, gamme épaulée par une gamme Full SSD qui sera appelée FlashStor. La gamme LockerStor en génération 3 comporte actuellement 4 frères, les LockerStor 4, 6, 8 et 10. Ils sont en tout point identiques à l'exception du nombre de baies pour disque 3,5 ou 2,5 pouces dont ils disposent, 4 pour le LockerStor 4, 10 pour le LockerStor 10. Enfin, notez qu'une playlist spécifique à ASUSTOR a été créée sur la chaîne, puisque la marque accepte de me laisser cet exemplaire en prêt à long terme pour réaliser régulièrement des vidéos tutoriels dédiées à ASUSTOR Drive Manager. Je remercie donc grandement Damien et ASUSTOR pour leur confiance en la matière, et vous retrouverez la playlist ici en fiche, ainsi qu'en description. L'ASUSTOR AS6804T est extérieurement quasi en tout point identique à son prédécesseur, l'AS6704T, à l'exception de rappels couleur bronze qui caractérisent la génération 3, à la place des rappels bleus de la génération 2. Ce design est très qualitatif, tout en métal à l'exception de la façade et des baies qui sont en plastique. Il mesure 18,5 cm de haut, 17 de large et 23 de profondeur, et pèse sur la balance 3,2 kg. C'est donc un beau bébé, mais finalement plutôt compact compte tenu de son poids. On retrouve sur l'avant la marque et la série, mais pas le modèle, une diode de fonctionnement du NAS intégrée au bouton de mise sous tension et d'extinction, et une de statut global de la machine, 2 diodes pour les connexions réseau, celle du dessus pour les connexions à 10 gigabits seconde et celle du dessous pour les connexions à 5 gigabits par seconde, un port USB 3.2 Gen 2, donc à 10 gigabits seconde, avec un bouton de copie en un clic qui l'encercle et intègre une diode d'état qui s'allume en cas d'accès au périphérique branché, 4 baies pour disque 3,5 ou 2,5 pouces avec chacune 2 LED dédiées pour savoir si un disque est dedans et s'il est en cours d'usage et s'il pose ou non problème, et un écran monochrome et des boutons de navigation de menu sur la partie haute du NAS. Les LED sont bien positionnés et visibles sous tous les angles, disposent d'un réglage de leur puissance d'éclairage par pas de 1% et peuvent être éteintes tout en même temps ou séparément, selon les souhaits de l'utilisateur. Elles peuvent également s'allumer ou s'éteindre sur des plages horaires spécifiées selon vos besoins. Les bits de statut et de défaut sont bien entendu désactivables à l'envie dans l'interface du NAS. Les baies nécessitent de visser les disques quel que soit leur format. Elles bénéficient de Silent Block pour limiter les vibrations et d'une libération d'une fermeture plutôt ferme. Elles sont bien maintenues et ne vibrent absolument pas. Il est bien sûr possible de remplacer les disques durs à chaud. Sur le dessus, des micro-perforations sont présentes pour permettre au SSD NVMe de dissiper plus facilement leur chaleur. Ces emplacements nécessitent de retirer 3 vis sur l'arrière du NAS et de lui retirer sa coque externe pour y accéder, et se montent sans aucun outil. Elles sont suffisamment larges pour permettre l'usage de dissipateurs thermiques sur les SSD si besoin. Sur la face arrière, nous retrouvons un emplacement pour une carte réseau supplémentaire via PCI Express, le bouton Reset
2 ports USB 4 avec des débits de 40 gigabits par seconde et compatibles Thunderbolt 4, mais ne permettant pas pour le moment de connexion pair à pair pour échanger avec le NAS comme s'il s'agissait d'un gros disque dur externe USB 4. On a également 2 ports USB 3.2 Gen 2, donc des débits de 10 gigabits par seconde, 2 ports RJ45 10 gigabits seconde, 2 ports RJ45 à 5 gigabits par seconde, un port d'alimentation, un connecteur anti-vol et l'imposant ventilateur de 120 mm chargé de refroidir le hardware interne. Et donc nous parlons de la ventilation. Les LockerStore Gen 3 sont compatibles avec 3 vitesses de rotation appelées basse, moyenne et haute, ainsi qu'une vitesse dite auto qui s'adaptera selon les hausses de température du système. Globalement, durant mes tests, je n'ai jamais vraiment entendu le ventilateur, qui reste donc plutôt très silencieux. Il est possible d'ajouter des disques supplémentaires via des baies d'extension. Les AS68 peuvent en avoir jusqu'à 3, avec chacune 4 baies, pour un ajout donc d'un total de 12 disques additionnels. Et en la matière, vous avez le choix d'utiliser les baies du format LockerStore, évidemment, les AS6004U, ou celles au format Nimbustor, les AS5004U si vous en disposez déjà. Et c'est plutôt cool de ne pas limiter l'usage aux seules baies qui ont le design du NAS. Sur le dessous, nous retrouvons de gros patins antidérapants et anti-vibration qui font parfaitement leur office. Les LockerStore de 3e génération sont équipés d'un processeur AMD V3-C14. Il s'agit d'un quadricœur à 8 threads, cadencé à 2,3 GHz avec une fonction boost jusqu'à 3,8, gravé en 6 nanomètres et sorti à la fin de l'année 2022. C'est donc un hardware déjà sur le processeur beaucoup plus récent et performant que le processeur qui équipe par exemple le Synology DS925+, testé récemment dans une vidéo que je vous remets ici en fiche ou en description. Et encore, je vous dis récemment, elle va peut-être sortir après finalement. En effet, ce processeur récent, en plus de gérer du USB 4 comme nous l'avons déjà vu, prend en charge le PCI Express en révision 4 au lieu de 3 pour maximiser les performances des SSD, la RAM en DDR5 4800 au lieu de la DDR4 2400 pour une bande passante 2 fois supérieure allant jusqu'à 77 Go par seconde environ en dual channel, bénéficie de 8 Mb de cache L3 et de 20 lignes PCI Express au lieu de 4 Mb et 16 lignes, le tout pour une consommation électrique identique. Je vous remets un petit tableau comparatif entre les deux pour se rendre compte du gap technologique entre les deux puces. Côté benchmark, Passmark le place à 11 882 points en multicore quand le V1500B n'en sort que 4566. On n'est donc pas loin d'avoir 3 fois plus de puissance embarquée avec ce CPU. À titre de comparaison, même un processeur desktop relativement récent, comme un Core i3 14100, ne sort que 15 287 points sous Passmark pour une consommation 4 fois supérieure. Ce V3-C14 d'AMD semble donc être un très bon choix en termes de rapport consommation-performance-prix. Le processeur est épaulé nativement par 16 Go de RAM. On est ici sur de la RAM ECC à correction d'erreur. La RAM ECC n'étant utile que pour des usages de calcul ou de base de données hyper critiques, afin d'ajouter une sécurité supplémentaire quant à l'intégrité des données, on voit bien ici que le LockerStore est clairement orienté entreprise, et que le grand public qui veut de la RAM moins chère et un iGPU pour le transcodage multimédia sera plutôt amené à se diriger vers la gamme Nimbustor, en attendant le renouvellement de cette gamme par une génération 3 qui reste à découvrir. Ce LockerStore Gen 3 peut accueillir jusqu'à 64 Go de RAM avec maintien de la garantie constructeur, en remplaçant la barrette existante par une 32 Go et en lui adjoignant une petite sœur sur le second port disponible. Les 64 Go seront surtout utiles pour les tâches les plus exigeantes, avec des VM multiples, de l'auto-hébergement de sites web vraiment très vaste, avec beaucoup de visiteurs simultanés, ou encore avec un grand nombre d'utilisateurs sur des services tous différents en même temps. Quoi qu'il en soit, la génération 3 des LockerStore propose un hardware solide et sans réel compromis, avec des composants aux normes récentes et de multiples ports pour faire évoluer à souhait son NAS selon ses besoins futurs. Côté consommation, ASUSTOR annonce le AS6804T pour une conso max de 34 watts en usage. Dans les faits, équipé de 4 disques de 4 Tera et de 2 SSD pour le cache, j'ai pu mesurer jusqu'à 49 watts, soit largement plus que l'annonce de la fiche technique. Sur ce point, c'est donc un carton rouge pour ceux qui comptaient sur la fiche technique pour estimer le coût d'usage annuel de leur NAS, qui pourra donc en réalité monter à plus de 87 € d'électricité par an, au tarif actuel de l'électricité en France pour un usage intensif, 24 heures sur 24, 365 jours par an. En attente, sans hibernation des disques, ce NAS consomme autour de 41 watts, 20 watts avec les disques en hibernation, tandis qu'en veille, il est sous le seuil de détection de ma prise de mesure Meros, c'est-à-dire sous les 0,5 watts. Ce NAS peut donc accueillir jusqu'à 4 disques durs d'un maximum de 26 Tera chacun, puisqu'il n'existe pour le moment pas de disque de capacité supérieure sur le marché. Il propose ainsi un espace de stockage possible de 104 Tera en RAID 0 ou en JBOD, 78 Tera en RAID 5 ou 52 Tera en RAID 6. Je vous invite à aller voir cette vidéo ici en fiche ainsi qu'en description sur les différents types de RAID si vous n'êtes pas familier avec ce sujet. Si vous l'équipez des 3 baies d'extension supplémentaires, vous pourrez donc grimper jusqu'à 16 disques durs au total et 416 Tera maximum.
Ça permet de voir large. Il est également possible d'intégrer les 4 SSD au stockage pour ajouter jusqu'à 32 Tera supplémentaires, 8 par SSD, au besoin si vous ne voulez pas les utiliser pour le cache. Gardez quand même en tête que la reconstruction d'un RAID avec de telles quantités de données peut être extrêmement longue, et donc il est parfois plus intéressant de multiplier les disques de petite capacité pour pouvoir maximiser la disponibilité d'un système critique et sa reconstruction. En effet, en crachant volontairement mon volume en RAID 5 avec un disque de 4 Tera, il aura fallu au NAS pas moins de 10 heures pour reconstruire le volume. C'est donc quand même à prendre en compte. En termes d'installation, on reste sur ce qui se fait désormais de mieux dans le domaine du NAS grand public. On détecte le NAS connecté au réseau via l'outil Asus Store Control Center, on clique sur le bouton Configurer et on se laisse porter par les écrans qui nous guident jusqu'à la création du premier volume. Bref, installation simple, rapide et efficace. Attention si vous souhaitez opter pour une partition en BTRFS qui aidera à dédoublonner, faire des sauvegardes rapides sous forme de snapshot ou encore réduira les risques de corruption des données puisqu'il y a de l'auto-réparation des erreurs. Parce que si certains concurrents n'ont pas de limite avec le BTRFS dans leur OS, Asus Store ne permet pas de mettre des quotas aux utilisateurs si vous utilisez ce format de données. Donc pour pouvoir imposer des quotas aux utilisateurs, il faudra forcément choisir de créer votre volume en EXT4. Le NAS a été utilisable moins de 5 minutes après sa mise sous tension, lancement et premier paramétrage compris, ce qui est conforme à ce que l'on peut désormais attendre d'un NAS en 2025. Mon RAID 5 de 4 disques de 4 Tera, un WD Purple, un WD Red, un Iron Wolf et un Iron Wolf Pro, a pris pour se finaliser à peine quelques heures, ce qui est tout à fait excellent, puisque je ne m'attendais pas à ça et ai donc raté la fin de la synchronisation, c'est dire, et c'est pour ça que je vous ai dit quelques heures, sans plus de précision. De plus, durant cette période, vous pouvez parfaitement utiliser votre NAS. C'est juste que les performances seront réduites à cause de la synchronisation des disques qui sera en cours. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Asus Store vous laisse utiliser votre NAS comme vous l'entendez. Choisissez les disques qui vous plaisent, tant en magnétique qu'en SSD. Installez-les et faites-en ce que vous voulez. Que vous souhaitiez utiliser les SSD en stockage, en cache en lecture ou en cache en lecture-écriture, tout est possible sans restriction de marque ou de modèle. Mes WD Red et Purple, mes Iron Wolf et Iron Wolf Pro et mes SSD Crucial ont été parfaitement reconnus et ça c'est très appréciable. Niveau prise en charge de périphériques externes en USB, c'est un peu la même chose. En plus des classiques clés ou disques USB, imprimante, onduleur communicant, dongle Wi-Fi ou Bluetooth et même lecteur optique sont de la partie si vous en avez besoin. Asus Store propose la fonction MyArchive sur ses NAS depuis quelques années maintenant, et ce Locker Store Gen 3 est donc compatible avec cette fonction. Cela permet de dédier certains disques à l'archivage, soit pour transférer les données facilement entre des NAS, par exemple un NAS de sauvegarde hors site avec une connexion lente pour y implanter plus rapidement un batch de données, soit pour archiver des données dont vous n'avez pas besoin en permanence, mais que vous voulez pouvoir reconnecter parfois ou consulter facilement sur d'autres machines à la demande. Concrètement, vous allez définir un ou plusieurs disques en MyArchive et indiquer le format de données souhaité. Ça peut être très utile pour des photographes ou des vidéastes par exemple, afin d'avoir les données à portée de main sur différents disques et monter le disque qui contient la donnée souhaitée quand on en a beaucoup trop des données et que l'on ne veut pas racheter des disques plus gros ou un NAS avec plus de baies. J'ai besoin de remettre à disposition les photos de 2022 ? Je monte le disque MyArchive de 2022 et hop, c'est prêt. Et si j'ai besoin de travailler ces images directement sur mon PC, eh bien si j'ai choisi le bon format de fichier quand j'ai créé ce disque MyArchive, je peux connecter directement ce disque à mon PC pour travailler en local dessus, puis le remettre sur le NAS quand j'en ai besoin. J'avoue qu'à mes yeux, cette fonction est vraiment très bien pensée et peut avoir de multiples applications, tant à titre personnel que professionnel. Je vous rappelle le protocole de test. Les données sont envoyées depuis un PC plutôt performant avec un AMD 5950X, 128 Go de DDR4 et des SSD NVMe, depuis l'explorateur de fichiers Windows et le protocole SMB. Ces données sont hébergées sur un RAM disk afin de garantir des performances sans faille puisque benché, ce RAM disk permet des débits de 25 Go par seconde sur les plus gros fichiers et maintient des débits de plus de 2 Go par seconde sur des tout petits fichiers de 4 kilo-octets, soit bien plus que ce que n'importe quel NAS conventionnel a été capable de gérer pour le moment lors de mes tests. Cela permet de s'assurer que les débits relevés ne sont pas limités par autre chose que le NAS et les éventuelles connexions réseau pour les gros fichiers. J'effectue 4 tests avec la même corde de fichiers pour chaque test de NAS, une corde de 2700 fichiers de 64 kg, une corde de 659 fichiers de 1 méga, une cohorte de 136 fichiers de 50 mégas, et enfin une dernière cohorte de 4 fichiers de plus de 1 giga. À chaque fois, le test est effectué en lecture, envoie des données du NAS au RAM disk du PC, et en écriture, envoie des données du RAM disk jusqu'au NAS.
Chaque cohorte est envoyée et reçue 5 fois afin de moyenner les résultats et éliminer les fluctuations que peuvent rencontrer le réseau. Le cache en écriture des disques est laissé actif, mais les débits sont bien sûr ceux qui restent maintenus, même après saturation du cache, les cohortes de fichiers étant dimensionnées pour permettre cette saturation sur chaque taille de fichier testé. Enfin, le test est fait avec un dossier non chiffré et un dossier chiffré, afin de voir comment se comporte le NAS en présence d'un chiffrement et s'il parvient ou non à maintenir ses performances. Notez qu'il m'a été impossible, malgré que j'ai vérifié que le SMB multichannel était bien activé côté NAS comme côté PC, d'obtenir un transfert sur les 3 liens entre le PC et le NAS simultanément, lien 10 gigabits plus tien 2,5 gigabits plus tien 1 gigabit. Alors c'est plutôt logique, compte tenu des restrictions imposées par le SMB multichannel, qui, en termes de flexibilité, peut au mieux, via RSS, permettre à 2 ports 5 gigabits par exemple de communiquer avec un seul port 10 gigabits seconde. Mais j'avais espoir que la version définitive du protocole offre ce type de flexibilité supplémentaire, et j'ai donc été déçu de constater que non. Pour tirer le meilleur de ce NAS, il faudra donc disposer de 2 ports 10 gigabits pour pouvoir grimper jusqu'à 20 gigabits par seconde au total et au maximum. Mais de base, si vous disposez d'au moins un port 10 gigabits sur votre machine, même sans switch 10 gigabits, il vous sera possible de relier le NAS et le PC à une vitesse de 10 gigabits par seconde et d'obtenir des débits qui sont alors tout simplement monstrueux. Et sachant que les cartes réseau 10 gigabits se trouvent désormais pour une cinquantaine d'euros, ce serait vraiment dommage de s'en priver si vous envisagez d'acheter un tel NAS. Comme d'habitude, je vous ai repris mes résultats dans un graphique. Dans un dossier non chiffré, j'ai pu écrire à 12 mégaoctets par seconde sur les tout petits fichiers de 64 kg et jusqu'à 156 mégas pour les fichiers de 1 méga, 742 pour les fichiers de 50 mégas et 851 pour les gros fichiers de plus de 1 giga. Alors c'est tout bonnement impressionnant, puisque pour vous donner une indication, ça veut dire qu'un photographe qui enverrait ses RAW de 30, 40, 50 mégas, 60 mégas des fois par photo, sur son NAS, pourra transférer un shooting de 200 gigas en un peu moins de 5 minutes. En lecture depuis le NAS, les débits montent encore avec respectivement 17, 293, 753 et 842 mégas pour les fichiers de 64 kg, 1 méga, 50 mégas et 1 giga. Avec un dossier chiffré, les performances baissent globalement. C'est habituel et je m'y attendais. En lecture, elles restent cependant très bonnes, dépassant même parfois les performances obtenues en non chiffré, aussi incroyable que cela puisse paraître. On obtient ainsi sur les 4 tailles de fichiers, des plus petits aux plus volumineux, des vitesses de 22, 342, 781 et 830 mégaoctets par seconde. En écriture, les limites du circuit de chiffrement se font drastiquement sentir, et on chute à 7, 102, 297 et 315 mégaoctets par seconde. Côté Crystal DiskMark, j'ai obtenu un 881 mégaoctets en lecture et 478 en écriture non chiffrée, et 24 mégas tant en lecture qu'en écriture sur les plus petits fichiers. Sur le dossier chiffré, Crystal Disk retourne des performances de 882 en lecture et 323 en écriture pour les gros fichiers, et de 24 en lecture et 22 en écriture pour les plus petits. Le chiffrement de mon dossier non chiffré a pris au NAS environ 2 minutes 45, ce qui est la meilleure performance que j'ai pu mesurer jusqu'à maintenant sur tous mes tests de NAS. La copie en interne m'a par contre un peu déçu, car là où je m'attendais à ce que le BTRFS duplique les données quasi instantanément, c'est une copie normale, pour ainsi dire, qui s'est faite, et à une vitesse terriblement lente, puisqu'elle était d'à peine 300 mégaoctets par seconde, alors qu'il s'agissait de gros fichiers vidéo, ce qui est donc bien moins rapide qu'en transférant les données par le réseau depuis une machine externe, et c'est donc vraiment un comble. Et on voit donc bien ici l'intérêt du cache SSD pour absorber rapidement les données avant de les réinscrire sur les disques à plateau, ce qui n'a pas lieu lors d'une copie de données en interne. Le transfert vers un SSD externe en USB 4 s'est également soldé par des performances très moyennes, puisque la vitesse s'est stabilisée autour de 980 mégaoctets par seconde seulement, si je puis dire, car même si c'est un excellent débit, ce disque a déjà été bingé sur des gros fichiers à plus de 3000 mégaoctets par seconde. On voit là aussi qu'avec de tels connectiques, tant réseau qu'USB, les disques à plateau commencent à sérieusement montrer leurs limites et qu'un NAS Full SSD, tel que ceux de la gamme FlashStore de la marque, prend alors tout son sens pour les tâches les plus exigeantes en termes de débit. Pour ce qui est des usages, il est possible sans souci de lire plusieurs sources vidéo 4K en simultané si c'est le périphérique de lecture qui assure le décodage du fichier, puisque dans ce cas, le NAS s'occupe uniquement d'envoyer des données brutes vers le périphérique de lecture. Et vidéo après vidéo, c'est d'ailleurs l'usage que je vous recommande pour obtenir des performances stables avec tout type de fichiers et tout type de lecteur vidéo. Sans paquet additionnel, il m'a été parfaitement possible de lire mes vidéos de test en 4K directement dans mon navigateur, avec une lecture instantanée et sans aucun artefact, mais par contre sans entendre le son. Sans transcodage, Plex offre d'excellentes performances lors de mon test, avec des démarrages de lecture tout aussi rapides et stables. Il en a été de même pour Kodi sur le téléviseur qui allait chercher ses données sur le NAS via NFS. Par contre, même si je vous disais en préambule d'oublier toute idée d'utiliser ce NAS en tant que plateforme multimédia
prenant en charge le transcodage à cause de l'absence de circuit matériel dédié à cette fonction dans son processeur, eh bien j'ai quand même voulu tester ce qui était envisageable puisque le processeur est quand même relativement véloce. Lors de mon test, c'est Jellyfin qui m'a donné les meilleures performances, Plex n'utilisant jamais plus de 50% du processeur et rendant tout transcodage absolument impossible sans que je ne m'explique pourquoi il se bridait à 50%. Jellyfin, lui, saturait sans problème le processeur à 100%. Mon Black Panther a été lisible sans problème avec son bitrate de 5 Go/h et sa bande-son en Atmos, et mon Wonder Woman avec son gros codage à 20 Go/h et son son Atmos également, n'a jamais été fluide sans devoir le laisser en pause quelques minutes avant de pouvoir le lancer. En lui laissant 5 petites minutes d'avance, j'ai alors pu lire les 2 films en parallèle sans souci malgré la nécessité de les transcoder à la volée, et j'ai donc été très agréablement surpris parce que c'est déjà une excellente performance pour un processeur qui n'a pas d'iGPU et qui laisse donc quand même la porte ouverte à un tel usage, tant que l'on n'espère pas qu'il puisse être fait par trop d'utilisateurs en même temps. Parce que donc avec 2 ou 3 flux, c'est parfaitement fonctionnel, puisque j'ai réussi à lire mes 2 films et un épisode de Severance également en 4K, tous en même temps, sans trop de problèmes, une fois que j'avais laissé mon Wonder Woman prendre un peu d'avance. Pour ceux qui découvrent Asustor et même les NAS dans cette vidéo de test, je ne vais pas redétailler tous les paquets testés pour la sauvegarde, les VM, l'hébergement de site ou encore les galeries photos. Je vous renvoie vers cette vidéo sur les usages des NAS en fiche et en description. Et je vous précise simplement que toutes les fonctions testées ont pu être exécutées de façon fluide, que ce soit pour de la sauvegarde, pour des VM, pour des sites auto-hébergés ou pour le travail sur des documents collaboratifs via la suite intégrée. Je me suis même surpris à plusieurs reprises à me dire que le processeur n'était vraiment pas surmené et que l'espace encore disponible en RAM restait tout à fait confortable pour aller encore plus loin. Bref, pour ma part, même pour des usages plutôt poussés et demandant des puissances un peu importantes, même avec plusieurs dizaines d'utilisateurs, ce LockerStor 4 Gen 3 me semble être prêt à affronter absolument tout ce que vous lui demanderez et conviendra parfaitement à tous les utilisateurs avancés pour un usage domestique ou à l'échelle de TPE-PME. Et donc, même en Media Center, où je ne l'attendais absolument pas, il s'est finalement débrouillé suffisamment correctement pour que ce soit un usage envisageable. Vendu pour la bagatelle de 1 400 € sans disque, le LockerStor 4 Gen 3 est clairement un NAS haut de gamme et son tarif est à l'avenant. Il faudra donc bien évidemment vous assurer d'avoir l'utilité d'un tel NAS et que tant ses points positifs que ses limitations sont réellement adaptés à vos besoins. Car comme évoqué, les choix hardware ne le destinent pas à un usage domestique multimédia pour lequel la gamme Nimbus Store ou la série LockerStor précédente seront sans aucun doute à mon sens de bien meilleurs choix, en plus d'être moins chers. Reste que ces LockerStor Gen 3 proposent un hardware hyper solide, avec un processeur récent et véloce, une connectivité réseau hyper performante, une connectique large et même pléthorique au regard de bon nombre de concurrents, et tout un tas de fonctions avancées ou de prise en charge de périphériques qui les destinent clairement à un usage professionnel ou à des usages extrêmement exigeants avec des VM plutôt lourdes et imposantes, de nombreux processus de sauvegarde ou de partage en parallèle et un grand nombre d'utilisateurs simultanés qui le solliciteraient ardemment et avec des usages divers au même moment, ou même encore pour de la surveillance par exemple avec des caméras sur un réseau plutôt développé. Garantie 3 ans par Asustor, vous ne pourrez pas, même en payant, étendre cette garantie auprès du constructeur. Ou si c'est possible, je n'ai rien vu en ce sens qui m'ait été proposé au démarrage. Alors, je trouve que c'est un peu dommage, car ce type de machine est d'une fiabilité redoutable et les produits Asustor ont largement fait leurs preuves en la matière. Et donc proposer une garantie de 5 ans, surtout sur cette gamme qui commence à être quand même assez onéreuse, aurait à mon sens beaucoup de sens, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, pour rassurer des utilisateurs sur leur achat, ne coûterait en vrai pas grand chose à la marque et justifierait un peu plus le coût d'acquisition aux yeux des indécis. Côté hardware, on en a clairement pour son argent, même si le ticket d'entrée est élevé, avec une configuration extrêmement solide et particulièrement compétitive face à la concurrence. En effet, sur la même gamme de prix, Synology propose le 1823XS Plus avec un processeur V1780B vieillissant, en retard technologiquement, près de 2 fois moins puissant pour le triple de consommation, moins bien doté en capacité réseau ou en possibilités diverses. Ça n'est pas vraiment comparable. QNAP pourrait y opposer le TVS H474, plus cher de 200 à 300 €, avec moins de RAM de base, moins de capacité réseau, moins de connectique, un Pentium Gold vieillissant 2 fois moins puissant et en retard sur les normes utilisées, et consommant 3 fois plus d'énergie, n'ayant pour lui que la présence d'un iGPU et d'une sortie HDMI pour simplifier l'usage en mode Media Center,
Même si cet usage sur mon test d'un NAS QNAP ne m'avait absolument pas du tout convaincu, tant il était lent et poussif. Quant à TerraMaster, ils n'ont tout simplement rien d'équivalent dans leur gamme. Le F4 424 Max moins cher et disposant d'un i5 1235U un poil plus performant avec un iGPU, ne proposera pas de RAM ECC pour les environnements critiques, une moins bonne connectivité réseau et une connectique globale qui sera beaucoup plus faible. Ce sera donc un excellent NAS Media Center, mais pour les usages vraiment avancés, il pourra avoir certaines limites que n'aura pas notre NAS de test du jour. Le TerraMaster est tout de même sans doute, au regard de son prix et de ses performances, le seul concurrent pour ceux qui n'auraient pas besoin de RAM ECC ni de port USB 4 ou Thunderbolt 4, et qui voudraient surtout un NAS plutôt pour un usage Media Center. Mais on est donc alors sur une autre cible de clientèle. La conclusion de ce test est plutôt facile à faire, tant le Locker Store 4 Gen 3 propose une partition sans faute. Asustor Drive Manager présente une excellente ergonomie qui permet une prise en main rapide et une compréhension extrêmement simple des principales options et caractéristiques, tout en permettant pour les plus débrouillards et les plus aguerris d'aller très loin dans les options de configuration. Asustor propose des solutions éprouvées, ne limite pas artificiellement les capacités de ses produits, et se repose dès que possible sur des solutions libres et ouvertes, ce qui garantit l'évolution et l'adaptation rapide de ces solutions par la communauté. Donc clairement, c'est une politique que je salue. Et malgré son prix, l'offre proposée est extrêmement concurrentielle, et il n'y a rien à redire non plus sur ce point. C'est donc un excellent produit pour ceux qui cherchent un NAS clé en main, puissant, terriblement efficace et évolutif, économe en énergie, silencieux et bien placé tarifairement. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.